SNCF, ayant constaté le rôle important que jouent les manutentions dans le prix de revient des transports et par suite dans celui des produits livrés à la consommation, a entrepris de vulgariser les méthodes les plus nouvelles au salon de la manutention Porte de Versailles. Sur cette rampe et cette plateforme que les chariots élévateurs escaladent allègrement, on procède à un chargement et à un déchargement de l'eau palettisée en wagons couverts. Quelle rapidité et quelle sécurité dans ces diverses opérations. Pendant ce temps, un autre appareil, doté d'un dispositif spécial, saisit une palette caisse chargée de cales de bois et la déverse plus loin, réalisant ainsi un transbordement commode et rapide. Mais dans un autre coin du stand, un véritable carrousel commence. Un chargeur pelleteur, après avoir pris à l'aide de sa benne le matériau au sol, le dépose sur une sauterelle qui l'amène à son tour dans le wagon. D'autre part, on peut vider rapidement un véhicule à l'aide d'un racleur et d'un tapis roulant. Un autre type de chargeur prend également le gravillon à terre. Il est déversé sur un tapis roulant et déposé dans un chargeur projeteur où la force centrifuge le répartit dans le wagon. Autre engin de manutention de grande taille, le rétrochargeur. Il évolue, ramasse sans effort une pleine benne de gravillon qu'il déverse dans un wagon en moins de temps qu'il n'en faut pour l'expliquer. Quelle précision dans le travail de cet appareil de manutention à grand débit dont la facilité d'évolution avec sa charge de 800 kg est remarquable. Les manutentions modernes ne trouvent pas seulement leur application dans le domaine du vrac ou des matériaux pondéreux. Par exemple, les fruits délicats et les légumes fragiles, provenant de divers pays pour être exposés au Congrès international des fruits et légumes, sont emballés dans des cajots légers. Manutentionnés sur palettes et chargés en wagons du parc SNCF. Ou bien encore en wagons frigorifiques, sans que cette manutention ne leur fasse subir la moindre avarie. Mais si la manutention moderne possède sa grande manifestation à Paris, la SNCF a pensé que la mise en circulation d'un train de la manutention apporterait une contribution intéressante à l'effort de vulgarisation nécessaire. En collaboration et avec l'appui des organismes professionnels, sous le patronage du Commissariat général à la productivité, un premier train de la manutention a visité le nord et l'est de la France, portant à domicile les techniques nouvelles. À la fin de son circuit, une belle manifestation a eu lieu en gare de Paris-Batignolles, où la voiture exposition a attiré de nombreux visiteurs, journalistes et photographes. Monsieur Marois, directeur commercial de la SNCF, a prononcé une allocution en souhaitant que le prochain train de la manutention connaisse un très vif succès. Monsieur Ardant, commissaire général à la productivité, a ensuite conduit les visiteurs sur le quai où le matériel présenté s'est remis une nouvelle fois en action. Devant les résultats surprenants obtenus par l'Occupational Therapy des Anglais, la région du sud-ouest de la SNCF a eu l'idée d'employer cette méthode pour son personnel. Le centre de réhabilitation, créé dans une annexe des ateliers de Vitry, offre à tous les cheminots présentant des séquelles de blessures ou de maladies la possibilité de retrouver leur potentiel fonctionnel antérieur, donc de reprendre leur travail normal.
La méthode consiste à adapter sur des machines-outils simples, perceuses en général, des appareils de commande spécialement étudiés pour faire exécuter une mécanothérapie passive, active ou activo-passive, tandis que l'attention du sujet est occupée à la surveillance du travail qu'effectue la machine. Les traumatismes de l'épaule sont ceux qui provoquent par la suite les troubles les plus importants, les plus longs et les plus difficiles à réduire. L'accouplement de 2 leviers de commande que l'on a adaptés sur cette machine va permettre au bras sain d'entraîner le bras malade. Un décalage progressif du point de départ du mouvement au fur et à mesure de la récupération des forces maintient la régularité de l'effort, obligeant le membre malade à travailler toujours dans une zone fonctionnellement utile. Lorsque la mobilisation de l'articulation a été obtenue passivement, un appareil de mobilisation active va permettre la récupération de la puissance des muscles de l'épaule qui ont une importance considérable dans le mouvement proprement dit. Cet appareil, destiné à rétablir les mouvements de flexion et d'extension de l'articulation du coude, est constitué d'un levier mobile sur lequel prend point d'appui l'avant-bras et qui effectue son mouvement de rotation autour d'un axe virtuel qui doit se trouver à la hauteur de l'articulation du coude. Des modifications élémentaires permettent de transformer les mouvements de flexion en mouvements d'extension. Et maintenant, voici un appareil à cliquet destiné à la récupération des mouvements du poignet. Les appareils construits récemment présentent des simplifications dont la mise au point a demandé des semaines d'études. Leur nombre a été progressivement ramené à une douzaine de types, susceptibles d'être utilisés pratiquement dans n'importe quel cas. L'originalité de son mécanisme, la simplicité de sa réalisation permettent d'utiliser cet appareil aussi bien pour la main gauche que pour la main droite et pour l'extension comme pour la flexion. Ce système va combattre l'atrophie des muscles fléchisseurs des doigts dès que leur mobilisation active est rendue possible par le mécanisme monté sur un étau limeur. On peut également, pour ces cas, se servir de fraiseuse. Utilisée à volonté pour le pouce droit ou pour le pouce gauche, cette conception mécanique oblige le doigt malade à la flexion active. Les 2 appareils qui vont maintenant être présentés sont d'aspect plus compliqué et d'ailleurs très différents l'un de l'autre. Ils permettent pourtant, par de simples modifications de verrouillage, de mobiliser à volonté la cheville, le genou et l'articulation de la hanche. C'est en liaison étroite qu'un chirurgien et un médecin du travail dirigent conjointement le centre de réhabilitation. Grand pourvoyeur de cette institution, le chirurgien choisit les cas intéressants, susceptibles d'être traités efficacement et décide de l'ordre d'urgence dans leur admission au fur et à mesure des places disponibles. Le médecin du travail qui, lui, est sur place, assure la continuité dans la surveillance médicale. Il a la charge de la réalisation pratique par un technicien des désirs exprimés par le chirurgien, en faisant construire ou modifier les appareils suivant les nécessités du moment. Depuis l'ouverture du centre, un grand nombre de blessés ou malades ont pu, grâce à leur passage à Vitry,
au lieu de rester définitivement des diminués physiques, récupérer des capacités fonctionnelles suffisantes pour reprendre dans la vie comme au travail la place qui leur fut brusquement interdite par l'accident ou la maladie. La longue période de grand froid que nous avons traversée en ce mois de février 1956 fut une occasion pour certains de se livrer à leurs ébats favoris et parfois quelque peu acrobatiques. La neige, le froid, le gel sévissent partout. La durée de ce climat devient une dure épreuve pour tous, et plus particulièrement pour les nombreux travailleurs que leur métier met en contact direct avec les intempéries. C'est au premier chef le cas des transporteurs. Pour eux, les conditions climatiques sont dominantes, mais ils doivent eux-mêmes les dominer, d'autant plus que l'exercice de leurs fonctions est indispensable à la défense de tous contre la rigueur du climat. Un arrêt des transports, c'est toujours, on le sait bien, une augmentation sérieuse des difficultés de la vie quotidienne, notamment du fait de la réduction et éventuellement de l'arrêt des arrivages de combustible et des produits alimentaires. Au fil des jours, le froid persiste et rien ne fait prévoir un adoucissement de la température qui, au contraire, baisse de plus en plus. Fleuves, rivières et canaux se solidifient, emprisonnant dans une gangue de glace les remorqueurs et les péniches. Tout mouvement fluvial est de ce fait paralysé pour une période indéterminée. Le trafic ferroviaire dans son ensemble n'a pratiquement pas été atteint par la température. Le nombre de wagons chargés, même pendant la première semaine de froid, n'a été inférieur que de 2% à ce qu'il avait été dans la semaine correspondante de 1955. En ce qui concerne particulièrement le transport des houilles, les charbonnages du Nord et de Lorraine ont pu de façon régulière faire transporter leurs produits. Sur la grande ceinture parisienne, le trafic ne fut réduit que de 10 à 20%. Pendant les plus mauvais jours, 200 trains par 24 heures ont roulé alors que lorsque tout va bien en France, ce pouls industriel bat à 220-240. Malgré ces difficultés inhérentes aux rigueurs de la température, très peu de trains de voyageurs furent supprimés et si parfois quelques retards furent remarqués, ils ne furent dus qu'à une impérieuse nécessité de sécurité. Le chemin de fer a donc assuré des transports qui étaient impossibles par la voie d'eau ou difficiles par la route et voie des airs. Or, on sait que sa caractéristique est d'assurer toute la gamme nécessaire à l'économie du pays. Cette polyvalence bien connue, qui pose à l'exploitant en temps normal des problèmes difficiles, prend toute sa valeur en période de grand froid, car elle permet de pallier le ralentissement d'activité que le gel des routes et des canaux impose à d'autres moyens de transport. Il s'ensuit que les cheminots doivent tout faire pour assurer la circulation des trains, quelle que soit la température. Ils ont une lourde responsabilité qu'ils ont une fois de plus assumée avec succès et il ne fait pas de doute que leur esprit d'équipe n'ait bien servi toute la collectivité française pendant la dure période de cet hiver 1956.